Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, eh bien, on clôt un podcast fluff, si je puis dire, sur la saga Jurassic Park avec l'ami Jurassic Man. En tout cas, clore à date, si je puis dire, parce qu'on sait jamais, ça pourrait être repris, elle pourrait encore de nouveau renaître de ses cendres, on sait jamais. On va évoquer cette fois-ci un petit peu la clôture de cette seconde partie de saga, si je puis dire. On avait en partie, je pense, fait ça dans cette optique-là, d'arriver à ça, en tout cas, ce qu'on espérait, puisqu'on a quand même mis du temps, finalement, à délier tout ça, on a mis presque un an, je crois. Mais mine de rien, on y est arrivé à faire ça à peu près dans les temps, puisque finalement, le film est sorti la semaine dernière, donc on a réussi à peu près boucler la boucle. Alors même si je le signale dès maintenant, il y aura un petit épisode bonus qui sortira à la suite de certainement celui-ci, où l'ami Jurassic Man justement détaille certains points. Alors j'essaierai justement de monter quelque chose pour pouvoir interagir et peut-être rebondir sur les idées que tu avais, mais sur Fallen Kingdom, parce qu'il y avait des éléments supplémentaires sur lesquels il souhaitait revenir et creuser. Donc justement, ça sortira après cet épisode-là, je pense, un peu au niveau du timing, mais ce sera un petit bonus, un petit élément supplémentaire. Donc aujourd'hui, pour revenir un petit peu à nos moutons, nous allons nous intéresser justement à Jurassic World Dominion, ou Le Monde d'après, réalisé de nouveau par Colin Trevorrow après cette petite incartade de Juan Antonio Bayona. Et donc pour le coup, pour résumer rapidement, parce que bon, on va être très clair, on va spoiler comme des malades, hein, je pense qu'on va pas trop se poser la question de toute manière. Donc pour résumer la chose très simplement, on va suivre finalement deux groupes de personnages qui vont finalement se retrouver. Les personnages donc de Jurassic World, les personnes de Jurassic Park qui finalement leurs deux narrations vont finir par converger grossièrement dans le troisième acte. Et pour le coup, donc on suit d'un côté Claire et Owen avec Maisie qu'ils ont récupéré à la fin du second opus. Donc je rappelle quand même un petit point important, évidemment, les dinosaures s'étaient évadés du manoir et avaient pris ce qu'on voyait dans les derniers, dans l'épilogue de Fallen Kingdom, avaient commencé à envahir, si je puis dire, le monde. Et donc pour le coup, l'idée se posait qu'il fallait vivre maintenant avec eux. Et d'un autre côté, on suit donc Alan Grant et Ellie Sattler qui, eux, vont partir sur une intrigue un petit peu différente, qui est l'apparition de sauterelles géantes qui attaquent les cultures et qui deviennent très problématiques. Et donc Ellie Sattler va venir chercher Alan Grant pour qu'il puisse l'aider à peut-être régler ce problème, et ils vont aller vers une très grosse entreprise biotechnologique, si je puis dire, qui pour le coup a pris comme gageure, si je puis dire, de sa bonne volonté éthique, Ian Malcolm, qui se retrouve au sein de ce truc-là. Ils vont se retrouver tous les trois dans leur premier enjeu, qui va être de se débarrasser de ces sauterelles-là, de trouver une solution. Et de l'autre côté, donc nous avons Maisie qui est enlevée, et au passage, du côté de Claire et Owen, il y a Blue qui gravite autour de leur maison, puisqu'ils sont un petit peu isolés, et Blue a un petit bébé, et ce bébé va se faire aussi kidnapper, et donc eux vont partir à la recherche de Maisie et du petit de Blue, et on va finalement, les deux intrigues vont converger à terme. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans tous les cas. Je sais pas si c'est très très bien résumé, parce que finalement je trouve que la narration est assez compliquée en fait, elle est pas si simple que ça, et en même temps très simple. C'est paradoxal, mais c'est surtout, et j'ai envie de dire franchement, si vous n'avez pas vu Dominion, je vous encourage du coup d'écouter ce podcast après l'avoir vu, parce que peu importe ce qu'on va dire, en bien ou en mal, le plus important c'est de faire votre propre avis. Mais ce que j'ai envie quand même de relever, c'est que ton résumé est 1000 fois plus révélateur de tout ce que le film va parler que de tout ce qu'on a vu lors des promos, des synopsis, sur tous les sites ou quoi. Tu vois de façon plus véridique le film que tout ce qu'on a pu voir aux alentours au niveau de la distribution, de la promo et tout ça. Bah écoute, ça me fait plaisir, pour une fois que j'arrive à faire ces petites potables, je suis content. C'est surtout, c'est premier point. Je me plaignais des bandes annonces de Fallen Kingdom lors du précédent épisode. Qui était pas terrible. Disant qu'elles en montraient trop, mais au moins elles te montraient ce que tu voyais réellement dans le film, parce que là, les BA de Dominion, je savais pas qu'on pouvait atteindre ce niveau-là de publicité mensongère, en fait. Mais avant de rentrer vraiment en détail, quand même, juste pour qu'on passe, on ait vraiment notre base, si je puis dire, de manière très très générale, sans rentrer pour le moment dans les détails, qu'est-ce que tu en as pensé déjà? Quel est ton premier ressenti, si je puis dire, au sortir de la salle, ou quelques jours après, parce que toi tu l'as vu, il me semble, dimanche, c'est ça, je ne me trompe pas? Samedi après-midi, pardon, autant pour moi. Et moi j'ai vu vendredi ou vendredi dernier, donc un peu moins d'une semaine. Donc voilà, qu'est-ce que à chaud, parce qu'on est quand même sur une approche à chaud, là où, comme tu disais très bien en off, tout ce qu'on a traité jusqu'alors, c'est des films qu'on a vus un certain nombre de fois, pour ne pas dire un nombre de fois certain. On a quand même eu le temps de creuser les choses un peu plus, et puis peut-être de mûrir notre avis. Mais voilà, à chaud, si je puis dire, avec quelques jours de recul, qu'est-ce que tu en as pensé de manière globale? Il y a une chose que la sortie de ce film permet au moins de confirmer, c'est de pouvoir avoir un œil plus clair de qui a fait quoi dans le précédent épisode, en l'occurrence du coup Fallen Kingdom. On se demandait avec toi du coup en l'occurrence qui était responsable de ce petit miracle avec Fallen Kingdom,
je pense que Dominion vient de nous donner la réponse en fait. Encore une fois, c'est un avis à chaud, donc peut-être que mon avis va changer, ce que je pense pas. Et encore une fois, si vous avez aimé le film, je ne vous en veux pas, tout ça. Après, vous aimez ce que vous voulez. Mais pour moi, sans trop en dire, c'est un ratage pur et simple. Et j'ai même envie de dire, c'est un hors-sujet complet. On va se retrouver peut-être dans le même cas de figure que Jurassic World, parce que je vais être un petit peu plus clément vis-à-vis du film. Je trouve fondamentalement que philosophiquement, le film est un contresens total, et on reparlera du final, qui est un contresens total avec l'origine, parce que quand même le film se veut être une sorte d'élément qui permet de rejoindre, de clore les deux sagas en même temps, parce que c'est quand même important de le signaler, hein. Trevorrow l'a très très bien posé, hein, c'est pas l'idée. L'idée est pas de clore juste Jurassic World, c'est de clore Jurassic World et Jurassic Park. Donc il y a quand même cette volonté-là de faire appel un petit peu à tous les métrages de la saga. Et moi, pour le coup, à terme, c'est un film que j'ai pris plaisir à voir malgré tout. Malgré le fait que Trevorrow, et là on est parfaitement d'accord, est alors je vais pas dire un mauvais metteur en scène, mais un piètre metteur en scène qui ne sait pas filmer les dinosaures. Par rapport à ce qu'il y avait dans Jurassic World, on est à peu près dans le même problème, même si là je trouve qu'on est vraiment très très proche de ce qu'on avait fait dans le podcast. Vous pourrez y retourner, hein, sur Jurassic Park 3. Moi je trouve qu'il y a un gros problème de mise à l'échelle des dinosaures, c'est assez catastrophique, et je trouve ça hyper problématique parce qu'on n'a jamais l'impression... Là je rentre trop dans les détails déjà, donc je vais m'arrêter là. Il ne sait pas filmer les dinosaures, on va rester là-dessus pour l'instant. Le scénario est un bordel complet, c'est très compliqué à suivre, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à expliquer le synopsis. Et en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose qui fait que moi j'ai de la sympathie pour le film. J'ai quand même quelque chose qui fait que je trouve qu'il y a une certaine forme de générosité, alors qui est pas forcément bien placé ou pas forcément bien exécuté, mais il y a une certaine forme de générosité. Je pense aussi que le film a une certaine forme d'honnêteté. Je pense que c'est pas un film qui est malhonnête. Je pense qu'il y a quelque chose de profondément honnête dedans, du point de vue de Trevorrow. Tous les défauts qu'on peut poser à Trevorrow, et je pense que même les maladresses dont on parlait l'autre fois quand il a en interview, etc., je trouve que justement les maladresses qu'on trouve en interview, pour moi, témoignent d'un type qui sait pas vraiment ce qu'il fait, mais qui a envie de le faire et que ça lui fait plaisir de le faire. Je dis pas que le résultat est fondamentalement réussi, mais je trouve que il y a une envie de faire quelque chose. Le problème, effectivement, c'est que je pense que c'est comme si on mettait entre les mains d'un gosse Jurassic Park, un gosse pas foncièrement talentueux, qui est content de faire ce qu'il fait, qui s'éclate à faire ce qu'il fait, qui fait des scènes improbables et absurdes, mais qui s'éclate à les faire, et je trouve que, fondamentalement, moi j'ai trouvé ça assez communicatif, et j'ai pris plaisir à voir ce qui a été dit un peu partout, et finalement je ressens un peu le même plaisir que quand je vois un Fast and Furious. C'est Jurassic Park qui a été phagocyté par une certaine forme de grammaire de Fast and Furious, et en cela, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Et puis il y a ce côté dinoporn, mal filmé certes, mais dinoporn qui m'a fait plaisir. Mais après je le dis, hein, je suis bon public sur ce genre de choses, donc ça a fonctionné pour moi sur ce plan-là. Il n'en demeure pas moins, et on va revenir là-dessus, que pour moi c'est effectivement un contresens global sur toute la saga. Mais ça on y reviendra plus tard. Donc peut-être que je vais te laisser rebondir sur ce que j'ai dit peut-être, et creuser un petit peu ton avis aussi. Déjà, le coup de l'honnêteté, j'ai un peu du mal avec ça, parce que quand tu te retrouves à devoir déformer des dires du précédent, et que pendant tout ton film, tu crées toute une intrigue qui n'a littéralement rien à voir avec les dinosaures pour justement noyer le poisson, pour ne surtout pas mettre en évidence la vraie problématique qui était posée dans Fallen Kingdom, pour moi c'est de la malhonnêteté. Moi c'est vrai que je vois beaucoup de maladresse en fait. Je vois quelqu'un qui est incapable de cerner son sujet, qui est pas à l'aise avec, et qui effectivement dans une certaine... Et sur ce point-là je suis assez d'accord, mais je suis pas certain que... Enfin moi je l'interprète pas comme de la malhonnêteté, je l'interprète plutôt comme une certaine forme de fuite. Je pense que c'est un évitement qui est dû à une incapacité à gérer un sujet aussi lourd et à clore quelque chose d'aussi lourd. Donc pour moi il n'y a pas de la part de Trevorrow une forme de cynisme en fait, parce que je trouve que la générosité dont témoigne le film, les tentatives de générosité en tout cas, font que j'arrive pas à trouver dans le film quelque chose de foncièrement malhonnête. Par contre effectivement je trouve qu'il y a effectivement une fuite du sujet, mais cette fuite est pour moi plutôt un aveu d'échec. Pour moi, cet aveu d'échec n'est pas cynique. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Pour moi, je vois pas un film cynique du tout. Mais il y a toujours cette volonté de Trevorrow de, encore une fois, vouloir faire du méta, comme il avait fait dans Jurassic World, et justement, on s'était dit avec Fallen Kingdom qu'enfin, on laissait tomber ce côté méta pour revenir vers quelque chose de plus scientifique. Et là encore, spoiler, la fin se termine avec un message qui nous dit, grosso modo, que les dinosaures font partie de notre monde, et il faut coexister avec eux. Il va falloir vivre avec eux, il faudra faire avec. Métaphiliquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire le numérique fait partie de notre monde, il va falloir vivre avec
tout en gardant malgré tout, on va dire, une approche naturelle, donc avec des animatroniques et tout ça. Et c'est pour ça que le film a cette volonté aussi de renouer avec des animatroniques et des CGI. Il y en a pas, mais il y a ça juste pour en dire là-dessus, c'est vrai que par rapport au précédent, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'animatroniques, enfin il y a vraiment une volonté d'en mettre un peu plus. Et pour le coup, ça c'est assez agréable à voir des animatroniques, parce qu'il y a de l'argent quand même derrière, donc ils sont plutôt bien foutus globalement. Je dis pas qu'ils sont bien filmés, attention, mais ils sont bien foutus. C'est le même problème que Jurassic Park 3, c'est-à-dire que si tu les regardes dans les making-of, ils sont vraiment bien foutus, mais après, au sein du film, la manière comment ils sont animés et la manière comment Trevorrow les filme, bah tu sens le fake direct en fait. On avait dit, je crois dans le premier podcast, mais pour Spielberg, le CGI était une manière de pallier aux imperfections effectivement d'animation des animatroniques. Là pour le coup effectivement quand on a véritablement de l'animatronique, on a de l'animatronique brute de pomme comme ça, et finalement effectivement toutes les imperfections ressortent beaucoup parce qu'il n'y a pas cette idée d'essayer de faire une sorte d'hybridation entre les deux en fait, et ce qui faisait alors en ajoutant en plus la manière dont Spielberg avait la capacité de mettre en scène tout ça aussi, parce qu'il y a aussi ça qui joue. Il y a l'hybridation CGI animatronique, mais il y a aussi la manière de les filmer qui est aussi très très importante, qui permet de lier le tout. Et là, effectivement, on n'a pas vraiment ça. Et il y a aussi le fait que Biosyn, donc l'entreprise de Dodson, elle est assimilée à une multinationale qui essaye, par rapport au plan qu'elle a, avec les sauterelles qui mangent les champs de la concurrence et pas les siens, avec cette idée du coup de ces grosses corporations hollywoodiennes qui essayent de se réapproprier la concurrence, en l'occurrence Disney, pour essayer d'avoir le monopole sur le cinéma, et du coup qui va à l'encontre de la liberté et des différents points de vue artistiques qu'on devrait avoir. Donc en gros il y a cette volonté d'avoir le monopole sur tout. Et il y a aussi à un moment donné Malcolm qui fait une petite discussion dans la salle de commande qui dit grosso modo que l'entreprise se donne une bonne image en jouant avec l'affect que vous avez vis-à-vis des dinosaures, tout comme Hollywood joue aussi avec l'affect du public en jouant beaucoup sur le fanservice, la nostalgie et tout ça. Mais sauf que j'ai envie de dire, ton film aussi, Trevorrow, il est bourré de fanservice et de clins d'œil et de volonté de faire plaisir avec de la nostalgie. Rien que la fin que tu choisis, pour moi, c'est la non-prise de risque absolue. C'est pour que, en gros, le public, tout type de public, ressort de la salle soulagé presque en se disant bon, finalement, tout va bien se passer, les dinosaures et les humains vont cohabiter, il n'y aura pas de conflit, tout va bien, on est heureux. Pour moi, c'était la fin la plus non prise de risque et la plus niaise que tu pouvais offrir, en plus d'être un contresens total de la saga. Donc pour moi, son propos méta, déjà, il y a le même problème qu'avec Jurassic World, c'est que le film dénonce un système dans lequel il s'incorpore totalement, et en plus, il dénonce certaines pratiques qu'il met en place lui aussi. Donc au bout d'un moment, Je vois en fait la volonté métafilmique qui est intéressante au demeurant, mais j'y vois il a envie de faire quelque chose, il a envie de dénoncer des choses, mais il est incapable de créer une unité, une cohérence entre le propos métafilmique et la narration pure, le récit pur. Là où effectivement Jurassic Park arrivait à incorporer parfaitement le récit à son propos métafilmique, et effectivement on n'avait pas forcément besoin d'être au courant de ce propos métafilmique pour pouvoir apprécier le film. Là effectivement en fait le film peut gagner en intérêt lorsqu'on a le propos métafilmique, et je dirais peut-être même que le propos métafilmique a tendance à phagocyter la narration parce qu'il a tendance à l'emprisonner, c'est-à-dire que la narration se sent obligée de faire des choses qui sont en termes de récit, en termes d'enjeu, pas particulièrement logiques, mais parce qu'elle est guidée en amont par son propos métafilmique, et c'est ce qui fait que le scénario pour moi est extrêmement brouillon, parce qu'il s'efforce de rentrer dans le propos métafilmique, là où ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt le récit qui suscite le propos métafilmique. Et là je trouve que tous les problèmes d'écriture en fait sont inhérents au fait que je pense Trevorrow a envie de poser un discours, mais ce discours-là, pour pouvoir le rendre clair, et parce qu'il n'est pas forcément très adroit, il est en train de complètement de cloisonner le récit, et c'est ce qui fait que le récit est parfois incompréhensible, ou n'a pas de sens. Simplement, c'est pas forcément d'incompréhension toujours, c'est aussi que parfois il n'a pas vraiment de sens en fait, et on sait pas pourquoi on est en train de suivre ça. Moi, quand je vais voir un Jurassic Park, le méta, c'est certes, ça fait partie de l'âme du premier Jurassic Park, donc l'idée du méta m'est assez vite venue, et c'est pour ça que du coup j'en ai déduit ça, mais je vais voir d'abord un Jurassic Park en premier temps pour le propos thématique, scientifique, philosophique et tout ça. Et en l'occurrence, le film ne traite jamais son sujet. J'ai même envie de dire, si tu creuses un peu, tu te dis, mais il y a des paradoxes qui se créent. Genre, là, par exemple, le coup des sauterelles. Dodson veut utiliser des sauterelles qui sont programmées probablement un peu à la manière des dinosaures. Et en gros, il a dû leur inculquer des puces dans le cerveau pour qu'elles aillent directement manger
tel type de champ et pas d'autres. Et en gros, ça risque de créer des famines dans le monde et donc ça va créer une catastrophe écologique. Mais j'ai envie de dire une catastrophe écologique pour les humains, déjà de 1. Donc on reste sur quelque chose de très égocentrique, parce que la famine du coup va toucher les populations humaines. On ne parlera pas du coup de l'écologie dans le sens global du terme, c'est-à-dire les animaux de notre monde. Et j'ai envie de dire, quand bien même ça s'attaque aux animaux de notre monde, que du coup les sauterelles risquent de dérégler l'écosystème, j'ai envie de dire, et les dinosaures dans tout ça. Il a complètement passé sous silence tout le sujet de les dinosaures vont être créés à droite et à gauche dans le monde, pour X raisons, ils auraient été menés à se propager de façon involontaire ou volontaire, parce qu'on aurait pu créer un propos écologique disant que, comme on voit au début, avec Claire qui libère des dinosaures parce qu'il faut pas les maltraiter et tout ça. Du coup, on aurait pu avoir des associations qui libèrent des dinosaures qui se baladent dans le monde. Donc, ça aurait pu être, en gros, que les dinosaures se propagent dans le monde de façon volontaire et involontaire. Il aurait pu y avoir des accidents et tout ça. Donc, il aurait pu justifier tout ça. Et en fait, de voir les conséquences écologiques de ces animaux qui sont rajoutés de façon artificielle dans un monde qui n'est pas le leur. Et que quand bien même on parle dans le sens large du terme en se disant que il y a cette idée à la fin, quand on voit les sauterelles en feu qui brûlent du coup tout le sanctuaire, avec du coup symboliquement ça veut dire regardez la catastrophe que la génétique a pu engendrer avec ces sauterelles, regardez ça fout littéralement le feu à la nature. Mais j'ai envie de dire oui, ouais, tu nous fais une belle symbolique à ce niveau-là, mais en fait, moi, je voulais que tu me parles des dinosaures. Et les dinosaures, durant tout le film, ne sont qu'une vitrine. C'était le même cas qu'il y avait dans Jurassic World, c'est-à-dire que Jurassic World, il mettait en avant que l'Indominus, mais t'as envie de dire, l'Indominus ne devrait être qu'un problème annexe qui, en fait, mène, avec le recul, à la réflexion globale qui est les dinosaures dans notre monde, ce que Bayona faisait avec l'Indoraptor. Les dinosaures font partie de notre monde, et ça devrait être une catastrophe, comme suggérait Fallen Kingdom. Et là, on n'en fait plus jamais mention. Parce que justement, il sait très bien que s'il partait vers ce sujet-là, ça aurait été un film qui aurait divisé. Forcément. Et là, vu comment les deux précédents se sont pris des tollés, surtout le deuxième, il évite le sujet primordial du film, quoi. La fin est révélatrice à ce niveau-là, c'est qu'elle dit il va falloir coexister. Mais en fait, du coup, c'est la même fin que Fallen Kingdom, sauf que là où Fallen Kingdom, c'était une ouverture vers un prochain film, et on te suggérait que ça allait être une catastrophe, donc menant vers un prochain film qui devait être sombre, ce qui n'est pas du tout même, c'est même, j'ai envie de dire, le plus gentillet de la saga à ce niveau-là. Du coup, là, dans celui-là, on termine à nouveau vers cette idée, on va devoir coexister, donc en gros, t'as l'impression que le film crée sa propre intrigue, parce que Bayozine, on en a jamais entendu parler avant dans les films, je parle, bien évidemment, pas dans les bouquins. Et on crée cette intrigue autour de Bayozine, on la résout d'une certaine manière à la fin du film, donc le film crée sa propre intrigue, la détruit de lui-même, et en fait, en gros, il crée son propre cycle, et on retourne au point précédent, quoi. Donc le film, à l'heure actuelle, tu peux littéralement l'enlever et t'arrêter à Fallen Kingdom, ça ne changerait rien. Ouais, tout à fait, le final de Fallen Kingdom, d'ailleurs, suffit, en fait, c'est-à-dire que la réflexion qui est posée en fin de Fallen Kingdom en fait pourrait être une ouverture purement une ouverture diégétique en fait qui ouvre simplement ton imaginaire à ce qui pourrait se passer derrière. En fait on pourrait très bien s'arrêter là, parce qu'en fait ce qui est effectivement problématique dans le film, quand tu disais que c'est les enjeux humains qui sont mis en avant en fait, c'est-à-dire que finalement à terme il y a beau avoir en fait beaucoup de dinosaures, parce qu'il y en a beaucoup plus que dans n'importe quel autre épisode en termes de temps d'écran et en termes des différentes espèces qui sont proposées, finalement le film n'est pas véritablement un film de dinosaures. C'est-à-dire que le film en fait a plutôt, parce qu'on parlait du fanservice à Jurassic Park, il y en a, moi je l'ai pas trouvé éminemment choquant en fait, parce que c'est pas ce qui m'a c'est fondamentalement, j'y ai repensé après coup en fait, effectivement il y avait tel point, il y a Malcolm qui reboutonne sa chemise, etc. Bon bref, des choses qui en tant que telles m'ont pas gêné. En fait je trouve que ce qui est plus problématique, c'est qu'il fait du référentiel à beaucoup d'autres choses. Et en fait, il met plus en avant, il met plus en priorité le référentiel par rapport à d'autres films qui n'ont strictement rien à voir avec Jurassic Park. C'est-à-dire que grossièrement, pour moi, quand il fait ce film-là, il fait son film d'espionnage. En fait, on est beaucoup plus là. Alors, avec toutes les maladresses potentielles qu'il y a chez ce mec-là, qui fait que c'est pas un grand réal, donc c'est pas un grand réal non plus de film d'espionnage, mais il y a ce fond-là de film d'espionnage qui est vraiment qui est un petit peu phagocyte toute la première partie, où les dinosaures ne sont qu'une toile de fond. En témoigne, je trouve c'est intéressant ce passage où Owen se bat contre le premier antagoniste, et assez intéressant parce que ils sont dans une sorte de petite arène là où on fait se battre des dinosaures dans un premier temps, parce qu'il y a ce marché noir des dinosaures qui est fondamentalement qui m'a ramené immédiatement à la cantina dans Star Wars. Ce qui est dommage en fait, c'est que
il ne réutilise pas ses références pour justement un peu dynamiter ou renouveler Jurassic Park, il les utilise de manière brute comme ça. Et dans cette séquence, pour terminer sur cette séquence de duel entre Owen et le type en face, ce qui est très étrange, c'est que les dinosaures sont typiquement en toile de fond. C'est-à-dire que c'est là, on a deux dinosaures, je crois que c'est deux, il me semble, hein, c'est deux allosaures ou deux carnotaures, je ne sais plus, qui sont en train de se foutre sur la gueule au fond. Et en fait, l'enjeu humain est le plus important. On est fixé en fait sur ces deux personnages-là qui se battent, alors qu'au fond, il est en train de se passer des trucs où des gens sont en train de se faire bouffer, les deux dinosaures sont en train de se battre. Et en fait, c'est vraiment typiquement là, vraiment au sens strict du terme, au sens propre. On n'est pas dans un sens figuré toile de fond. Là, c'est un sens propre. C'est une toile de fond. C'est une tapisserie à la séquence. C'est un fond de scène. Et on est plus sur Owen et son duel avec ce personnage. Alors, ce qui n'est pas inintéressant en tant que tel. Je veux dire, pourquoi pas ? Ça peut être une note d'intention. Sauf que là, pour le coup, en fait, le film est continuellement, c'est-à-dire qu'il pourrait assumer à 100% ce truc-là en disant les dinosaures sont qu'une toile de fond, c'est-à-dire qu'effectivement, dans un monde où les dinosaures, on doit coexister avec eux, donc c'est devenu notre normalité, et donc ce qui nous intéresse sont les enjeux humains avec cette toile de fond de dinosaures. Sauf que le film, en fait, ne va même pas dans cette radicalité-là. C'est-à-dire qu'il est continuellement entre les deux. Il sait pas vraiment s'il doit faire un film de dinosaures ou s'il doit faire un film sur des êtres humains, un film d'aventure. Donc il y a ce truc-là où on est continuellement, en fait, entre les deux. Moi, pour le coup, encore une fois, ça a fonctionné en termes de pur divertissement, où je me suis amusé parce que je trouvais ça plutôt rigolo à regarder, et je trouve qu'il y a 2-3 séquences qui fonctionnent assez bien. 2-3 séquences vraiment où il arrive quand même à instiguer un petit truc. Je pense à la séquence où Claire vient de se cracher, elle est sous l'eau, et bon, la séquence marche assez bien. Il y a un joli plan avec un travelling vertical qui permet d'aller des griffes du dinosaure, qui permet de rejoindre Claire sous l'eau, et je trouve que la séquence est assez chouette. C'est le Therizinosaure. Et cette séquence-là est assez chouette, je trouve. Le problème, c'est qu'elle est très courte, en fait. Et tu disais tout à l'heure que c'est certainement le film le plus édulcoré de l'ensemble. Effectivement, en fait, c'est-à-dire que là, pour le coup, Jurassic World avait déjà entamé ce truc-là d'expurger de toute, on va dire, potentialité horrifique. Il y avait quand même pour contrebalancer, c'est ce que tu disais par rapport à Jurassic World quand on parlait de Jurassic Park 3, c'est que toutes les morts étaient un peu expédiées, oui. Même s'il y en avait une ou deux qui restaient quand même assez appuyées et assez marquantes. Dans le cas de Jurassic World, tu disais au moins le film contrebalançait le fait qu'il avait une mise en scène qui n'était pas brutale, qui n'était pas violente et qui ne suggérait pas l'horreur, avec du sang. Oui. Il y avait du sang au moins à l'écran. Là, même le sang, il expurgeait. Et pour vous dire, c'est le premier. J'ai été choqué en arrivant dans mon cinéma de me rendre compte que c'est le tout premier Jurassic Park qui n'a même pas un avertissement. D'accord, ça, ouais. Ce film est considéré comme tout public. Ce film, il passe à la télé, il aura même pas le droit à son petit logo moins de 10 ans. Hein. Le film ne retranscrit aucune violence dans la mise en scène, mais même pas visuellement. Il nous fait même pas des chiffrettes de sang et tout ça. Alors ça, c'est aussi dû, je pense, à un problème, c'est que depuis 4 ans, entre Fallen Kingdom et Jurassic World Dominion, il y a eu une série sur Netflix qui a été mise en place, tout à fait, qui s'appelle Jurassic World, la colo des Crétacés. Et cette série, elle est prévue pour les tout petits. Petit avis bref, les saisons 1 et 2 sont OSEF, la saison 3 est un peu plus intéressante, mais elle commence à détruire un peu le lore de la saga des films, donc elle est objectivement meilleure, mais elle pose un peu problème dans la timeline, et la saison 4 est une purge. Et en fait, quand tu regardes ces films-là, et c'est des trucs vraiment pour les gamins. Donc du coup, comme ces gamins ont vu cette série, ils vont vouloir aller voir le film. Du coup, je pense que le studio et Trevorrow se sont eux-mêmes mis des freins pour que justement le film soit accessible pour eux aussi. En fait, moi, quand je fais un petit peu le bilan de la saga, moi j'ai la même sympathie que j'ai sur Jurassic Park 3, avec tous les problèmes qui sont inhérents à Jurassic Park 3. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, je retrouve, tu vois, c'est assez marrant. Il y a quelque chose quand même qui, je trouve, en termes de qualité, est assez proche en fait de la première trilogie, si on posait ça comme ça, sauf qu'il y a une inversion sur le premier et sur le deuxième. Effectivement, c'est Fallen Kingdom qui remporte la mise sur la deuxième trilogie. Il y a les mêmes soucis que sur Jurassic Park 3 en fait. Je trouve qu'il y a un réal qui ne sait pas gérer les dinosaures, qui ne sait pas gérer, mais qui a une volonté de faire revenir de l'animatronique, mais qui sait pas gérer non plus l'animatronique, qui expurge beaucoup le film de violence. C'était le cas aussi de Jurassic Park 3, qui a tendance un petit peu à aller un peu beaucoup dans certains instants, mais ça c'était déjà le cas de Jurassic World quand même, mais je trouve que celui-là creuse encore plus ce truc-là dans l'anthropomorphisme aussi, de manière un petit peu too much aussi. Puis il y a aussi le référentiel aussi qui est problématique aussi, ou le référentiel à d'autres genres phagocytent le film de dinosaures à proprement parler, ce qui était pour moi aussi le cas de Jurassic Park 3. Et en même temps, Jurassic Park 3, je l'avais dit, j'ai quand même beaucoup de sympathie pour le film. Il y a quelque chose qui fait que je le trouve encore une fois assez touchant, assez généreux, mais excessivement maladroit sur tout ce qu'on a dit. Et je trouve qu'il y a un peu le même souci. Je vois vraiment un petit peu un effet de miroir entre les deux. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais après, le cas de Jurassic Park 3, c'est que
C'est un film extrêmement maladroit parce que c'est un film qui est né dans la souffrance, on l'a dit, c'est un film malade. Le rendu final, quand on le voit et qu'on sait comment il a été conçu, t'as presque envie de dire du Johnston, tu t'en sors presque avec les honneurs dans la mesure où ton film ne vole pas très haut, mais par rapport à dans les conditions dans lesquelles il a été fait, ça aurait pu être largement pire. Là, Trevorrow, il a eu 3 ans sûrs pour le faire. Il était censé savoir vers quoi il allait, parce qu'il a déjà prévu depuis 2014 que ça devait être une trilogie. D'ailleurs, je l'avais pas parlé ça, mais Jurassic World devait sortir en 2014 à la base. Il a été reporté en 2015 parce que Universal lui a laissé 1 an de plus pour qu'il puisse peaufiner son scénario, pour qu'il puisse déjà avoir une vue d'ensemble de ce que donnerait sa trilogie. Donc l'excuse de il savait pas quoi raconter dans le dernier, pour moi, ne tient pas la route. C'est pour ça que moi je vois une malhonnêteté avec ce film-là, c'est que quand tu nous ouvres Fallen Kingdom, tu peux pas après dans le prochain faire en sorte que les dinosaures ne soient jamais le sujet de ton film. Et il y a aussi 4 ans, parce qu'il y a eu 1 an de plus à cause de la pandémie. Donc il aurait pu bosser encore plus son scénario, peaufiner ses idées. Donc non, pour moi, ce film est pas bon parce que de base, le réalisateur avait une idée de merde, point. Pour moi, je pense, pour être parfaitement honnête, je pense que depuis le début, Trevorrow, tu l'as très bien dit, a écrit ça comme ça. Et je pense que effectivement, le segment central, magiquement, merveilleusement, est certainement, effectivement, énormément lié à la mise en scène de Bayona. Parce que moi, je l'avais dit, moi, je trouve fondamentalement, malgré tout ce qu'on peut dire sur les qualités qu'il y a dans Fallen Kingdom, moi, je trouve que Fallen Kingdom n'est pas un film très très bien écrit. Je trouve que ça, c'est cohérent sur pas mal de choses. Pour moi, en fait, ça m'apparaît quand je revois globalement l'ensemble de Jurassic World, je trouve que finalement, je comprends comment Trevorrow est arrivé du premier Jurassic World en passant par Fallen Kingdom et en arrivant à Dominion. En fait, moi je pense que tout ça c'est dû simplement à l'échelle de cette trilogie à une mauvaise écriture globale en fait. C'est-à-dire qu'effectivement il se peut que son chapitre du milieu, effectivement à ce moment-là il a visé juste à des moments, mais je trouve pas que c'est la fin de Jurassic World Fallen Kingdom est tellement ouverte sur quelque chose qu'il ait pris la mauvaise direction ne me paraît pas, étant donné la maladresse qu'il a, le manque de talent pour moi sur l'écriture qu'il a, ça ne m'étonne pas que sur cette ouverture-là, il avait le choix entre plusieurs chemins, il ait pris le mauvais en fait. C'est pour ça que je pense, encore une fois, j'insiste sur ce point-là, je pense que pour moi ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est une profonde maladresse. Alors effectivement peut-être qui est concomitante à tout plein d'éléments extérieurs, comme tu disais, la série qui peut-être a justement fait que la production l'a quand même poussé à édulcorer la chose dans son ensemble, mais moi je pense que c'était un plan prévu à la base de Trevorrow, qui a pris une bonne décision, on va dire, sur Fallen Kingdom, qui a ouvert sur quelque chose, il avait la possibilité de prendre d'autres bonnes décisions, mais parce que je pense qu'il n'est pas très doué, il a pris la mauvaise. Je n'y vois pas de malhonnêteté, j'y vois simplement quelque chose de mal foutu, mais qui finalement n'est pas complètement incohérente avec tout ce qui précède, étant donné que pour moi ça a toujours été Jurassic World dans sa globalité n'est pas très bien écrite. Même si, encore une fois, je pense qu'il a effectivement sur Fallen Kingdom touché juste à des moments. Et c'est vrai qu'on avait débattu un petit peu là-dessus. Je vais pas tout accorder à Bayona parce que je pense effectivement que peut-être sur Trevorrow il y a des trucs qu'il a pu toucher juste à des moments. Pour moi c'est pas comme je trouve que dans Dominion parfois il y a des petites choses tu dis ouais là c'est intéressant, ouais mais il prend les mauvaises décisions. Les sauterelles à la limite ça aurait pu être intéressant en intrigue tertiaire, genre il aurait pu développer ça en annexe comme je dis, on a abordé le cas des hybrides, on aurait pu aborder le cas des sauterelles qui servent pour détruire les champs. Ça aurait dû être un truc secondaire. Là, le gars, il fait l'intrigue principale. Ouais, j'aime bien, tu vois, il y a un truc que je trouve intéressant et qui fait pas mal écho à Fallen Kingdom sur toute la thématique qu'on avait posé des miroirs justement entre Maisie et les dinosaures. Moi, j'aime bien. Alors, malheureusement, c'est pareil, c'est sous-traité et il y passe très peu de temps. Mais la relation entre la fille de Blue et Maisie, je trouve qu'elle est intéressante, notamment qui reprend aussi cette idée-là quand la fille de Blue est dans le, je sais plus dans quoi elle est, dans une sorte de cage, mais avec une vitre, et qu'on rejoue ce truc du miroir, sur cette relation qui se tisse entre les deux. Cette continuité est plutôt intéressante. Pour moi, c'est une déformation du premier, parce qu'il y a ça aussi, pour moi aussi, que je dis que c'est malhonnête, c'est qu'il réécrit le précédent film. Le cas de les origines de Maisie, il les a totalement modifiées. Pourquoi ? Mais parce que le précédent film te posait ça comme quelque chose de réellement éthiquement problématique, pour justifier cette fin de merde où en gros on se retrouve avec les dinosaures et les humains dans le monde tout heureux parce que ce sont des animaux, vous comprenez. Effectivement, il expurge tout ce qui pourrait potentiellement être problématique parce qu'il s'adresse effectivement, là je suis parfaitement d'accord, à un public, en partie à un public d'enfants. Et c'est ce qui fait qu'effectivement tous les questionnements éthiques, ce que je trouve bête, parce qu'un enfant est capable de comprendre des questionnements éthiques, en fait c'est pas parce que t'es enfant que tu ne comprends pas ces questionnements-là.
c'est surtout que, même au sein de la cohérence de la saga, le gamin qui va voir Jurassic World Dominion, normalement, il a vu Jurassic World Fallen Kingdom. Oui, tout à fait. Et je suis désolé, Fallen Kingdom, c'est vrai que pour un film pour enfants, c'est assez chaud quand même ce qui est traité dans le film. Mais en même temps, moi je le dis, je suis allé le voir avec de la famille et je l'ai vu avec des enfants qui ont vu Fallen Kingdom quand ils avaient genre 10 ans. Le film les a mis mal à l'aise parfois, mais après c'est pas pour autant qu'ils l'aiment pas. Au contraire, c'est l'un de leurs préférés. Pour vous dire, quand ils sont sortis de Dominion, ils s'attendaient à voir un film triste. Et ben quand ils sont sortis de la salle, ils étaient tristes de ne pas avoir été tristes. Enfin voilà quoi, le film passe totalement à côté de son sujet. Tu t'enchaînes Fallen Kingdom, tu regardes ce film, tu te dis il y a une couille quoi, il y a un truc qui s'est passé quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est très étrange. C'est pour ça que moi j'ai du mal en fait à l'intégrer dans la saga Jurassic Park. En fait, ça qui est terrible, c'est que pour moi, au bout de 10 minutes, je me suis dit on n'est plus vraiment dans Jurassic Park. Et on est d'ailleurs plus dans Jurassic World non plus, en tout cas vu la direction que ça avait prise. Et peut-être que c'est pour ça aussi que je l'ai accepté assez vite en fait en me disant de toute façon il est parti dans complètement autre chose. Moi je suis parti en me disant de toute façon je ne suis plus dans Jurassic Park. Alors c'est compliqué tu vas me dire parce qu'évidemment il passe son temps à faire des références à Jurassic Park à plus forte raison puisqu'il y a le trio d'origine qui est là. Mais en même temps, moi en fait ça a complètement disparu de mon idée en fait. Du coup tu peux apprécier le film en tant que plaisir un peu coupable à part en te disant bon c'est un film que j'aime bien et tout ça, mais en aucun cas du coup c'est un bon film dans cette saga et j'ai même envie de dire c'est même pas un bon film tout court. Donc comment le film est brouillon vu que le film ne digère pas du tout ses références. Enfin le mec il fait des références au film d'espionnage, à Star Wars. On en a pas parlé, mais il y a la scène à Malte, ça fait penser à la cantina. Les moments où l'avion il demande d'atterrir, c'est clairement les demandes que font à chaque fois les personnages dans Star Wars quand ils demandent au vaisseau de pouvoir atterrir. Il y a même Dodson, à un moment donné, il pète un câble. J'ai cru voir Kylo Ren un instant. Le perso est un méchant lambda, maître d'une super corporation et c'est le pire méchant de la saga pour moi. Hein. Il a aucun charisme, son plan est stupide parce qu'on en a pas parlé de ça aussi, les sauterelles qui du coup bouffent tous les champs sauf les leurs. Tu sais après moi je trouve pas pire que Vincent D'Onofrio dans Jurassic World. Hein. En gros le méchant il crée son plan stupide qui s'autodétruit et en plus de ça durant tout le film t'as tout le monde qui le trahit, donc en plus de ça c'est des grosses facilités scénaristiques. En gros ils bossent tous à Biosyn. Mais en fait, ils veulent tous la chute de Biosyn, sans nous justifier réellement pourquoi, parce qu'en plus Biosyn ils nous l'introduisent complètement à l'arrache. C'est-à-dire que Trevorrow, je pense qu'il a dit bon, il faut inclure le méchant d'origine de la saga qui n'a jamais été réutilisé dans les suites. On le fait revenir, sauf que c'est jamais introduit. Et là, en fait, Malcolm, il est à l'intérieur. Déjà, je comprends même pas comment Dodson a pu croire une seule seconde que Malcolm serait quelqu'un de fiable dans son entreprise, quoi. Et on a son homme de main qui est censé être son successeur, qui pareil en fait est en fait celui qui tient les ficelles depuis le début pour que tout parte en live. Donc en fait il y a même pas en plus cette question de la nature qui reprend ses doigts et tout, parce que c'est les humains qui volontairement en fait font leur plan pour faire chuter les méchants, un peu à la manière comme je te disais de Jurassic World où en gros c'est les méchants qui faisaient chuter le parc. Mais t'as envie de dire mais c'est pas ça la question de Jurassic Park en fait. Je crois que c'est le premier film de la saga dans lequel on cite ouvertement le mythe de Prométhée, qui est cité ouvertement en tout cas dans la VF. Oui, c'est vrai. Et pour le coup effectivement je pense qu'il a cette vision biaisée quand même qui est de dire finalement, parce que le personnage de Dodson c'est ça, hein, c'est Prométhée qui est monté trop haut, qui a voulu monter trop haut et qui finit par s'effondrer. Parce que et c'est lui qui est l'artisan de sa propre destruction. En fait, il est posé comme ça parce que Dodson, il en prend plein la gueule pendant tout le film. C'est vraiment une victime pendant tout le film, c'est terrible. Mais c'est une grosse victime. Et tu te demandes même comment ce mec a pu devenir PDG. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le mec dans le premier, il avait été capable de magnifier tout un plan avec une canette rétractable qui a une bombe de cryogénisation pour pouvoir aller demander il a engagé un traître de l'autre entreprise pour pouvoir se réapproprier leurs connaissances, pour pouvoir faire ses recherches de son côté. Enfin, le mec, il est censé quand même être un minimum, et puis même pour être un PDG d'une telle entreprise, c'est que le mec, il a fait ses preuves, quoi. Quand je le vois, dans son charisme, dans sa manière de parler, dans son style vestimentaire, il y a rien qui lui donne, il a aucune prestance, quoi. En tant que ça m'a pas choqué parce que c'est un méchant, c'est Trevorrow, moi on en avait parlé il me semble quand on avait parlé de Jurassic World, de cette babysitter qui s'en prend plein la gueule pendant approximativement 3 minutes, on sait pas pour quelle raison. Moi j'ai vraiment fait c'était quoi ce personnage là en fait qui a rien demandé en tant que tel, parce qu'il a l'air, on ne sait même pas s'il est vraiment arrivé là effectivement par ses propres moyens étant donné le fait qu'il a pas l'air excessivement dégourdi et qui se fait enculer par absolument tout le monde autour de lui.
et qui en fait passe son temps à s'en prendre plein la gueule jusqu'à se faire dévorer à terme exactement de la même manière que Dennis Nedry dans le premier avec les dinosaures, voilà. Avec la canette, si tu suis la logique, ça veut dire ok, il a récupéré la canette pour pouvoir se réapproprier les embryons. Ça veut dire quoi? Qu'il était présent sur l'île lors des événements du premier film? Parce que je vous rappelle qu'il n'y avait que 36 heures de réfrigérant. Moi je pense qu'il y a une tentative aussi de faire le miroir inversé du moustique piégé dans l'ambre de Hammond qui trimballe sur sa canne. Et là il y a moi je pense vraiment je l'ai ressenti comme ça, que cette canette, bon effectivement il n'y a plus rien dedans, mais il l'a gardée comme étant la base, l'origine de ce qu'il a, enfin de son projet si je puis dire. Et donc pour moi c'est le miroir inversé du moustique piégé dans l'ambre sur la canne d'Hammond, c'est la canette. Alors la symbolique en soi, elle est la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Et sa mort, je le dis, si c'était moi qui avais écrit l'idée, j'aurais fait la même chose, je l'aurais fait tuer par des dilophosaures. Oui. Mais j'aurais pas mis la canette, quoi. C'est complètement débile. C'est comme beaucoup de choses chez Trevorrow, c'est une symbolique très très lourde, parce qu'effectivement ça fait ce lien avec la trilogie de Bach, parce qu'effectivement le film passe son temps à essayer, au détriment de l'écriture, de faire référence à la première trilogie pour dire attention, je clôt Jurassic World, mais je clôt aussi Jurassic Park. Et je trouve effectivement il y a cette idée quand même que c'est symbolique pour le personnage aussi, je pense. Mais effectivement, je trouve que la bonne idée la bonne idée du départ de ce personnage-là, effectivement, c'est le fait qu'il soit tué par des dilophosaures, que je pense la bonne idée. Clairement, oui, c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, sans spoiler, il fait même une petite référence. Bah si, je spoil, mais enfin, vous vous en doutez sûrement que Dodson, il meurt dans les livres. Donc en fait, et il meurt dévoré par 3 dinosaures. Et là, en l'occurrence, il est dévoré par 3 dilophosaures. Donc il y a un petit parallèle fait à ce niveau-là, que je trouvais sympathique. Moi je trouve personnellement, alors parce que justement il n'y a pas ce problème de taille, il n'y a pas ce problème de question de mise à l'échelle que Trevorrow ne sait pas faire. Je trouve que les dilophosaures, pour le peu de temps d'écran qu'ils sont les mieux traités en termes de mise en scène en fait. Visuellement, c'est ceux qui je trouve fonctionnent le mieux. Après je trouve que sa mort est en fait tu vois qu'il a aucune inspiration dans les mises à mort, c'est-à-dire que la mise à mort de Dodson est quasiment découpée de la même manière que la mort qu'il a filmée du précédent méchant lors de la scène de Malte. Oui. Où en gros il est allongé au sol et d'un coup le dernier plan qu'on a, c'est qu'il regarde en l'air, il voit le dinosaure au-dessus de lui, il le chope la tête. Enfin, et les deux cas, il a même pas essayé d'être. Il y a déjà que 2 morts, on va dire, importantes dans le film, ce qui est le plus faible body count de la saga. Et là, il y a toujours au moins 3-4 morts, on va dire, de personnages qui sont réellement mis en valeur. Et leurs morts sont similaires, donc il n'a même pas fait une recherche, on va dire, dans la mise en scène ou même dans la situation, on va dire. Et puis cet effet-là, ça a deux intérêts, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, comme le film est en 3D, ça permet de faire une sorte d'effet de jaillissement. C'est quand même l'effet le plus bateau en termes de 3D, le plus inintéressant en tant que tel. Et ça permet effectivement de mettre la mort hors champ aussi et d'éviter tout le giclage de sang inopiné. Donc, mais je trouve que par contre le traitement du dilophosaure dans le cadre, au-delà de la mise à mort en tant que tel, je trouve que c'est ceux qui ont visuellement le plus de gueule, parce que justement, encore une fois, il arrive grossièrement à plutôt bien les gérer. Et je trouve que même le mix entre les quelques plans d'animatronique et les quelques éléments numériques qui sont hybridés avec fait que le dilophosaure fonctionne bien. Mais je pense encore une fois c'est parce il a peu de temps d'écran, donc c'est relativement simple de réussir par un montage un tant soit peu malin dans ce faible temps d'écran de pouvoir les rendre à peu près crédibles. Et le Giganotosaure est je trouve le parent pauvre vraiment du film, parce qu'effectivement il a un certain temps d'écran quand même, puisque quand même tout le dernier acte en gros tourne autour de ce perso là quand même. Enfin il y en a 2 d'ailleurs, et je dis personnages parce qu'ils sont vraiment traités comme des personnages humains, et pour le coup l'anthropomorphisme est un peu excessif sur ces points là. Lui est certainement le plus mal géré, parce qu'encore une fois il n'y a pas de mise à l'échelle continuellement en fait, donc il est jamais vraiment impressionnant. Oui, et puis j'ai envie de dire, pour synthétiser, le Giganotosaure est au Spinosaure ce que le Spinosaure était au T-Rex. Oui. C'est vous dire le niveau. Là, il n'y a même pas une scène où il est réellement mis en valeur, le Giganotosaure. C'est non seulement il n'a pas de charisme, non seulement il sert à rien dans le film, mais en plus, il n'y a aucune scène qui le met réellement en valeur, quoi. Oui, c'est ça, c'est assez problématique, parce que même la grande scène qu'il pourrait avoir, qui est la séquence où ils sont où ils essaient de grimper dans le sorte de poste en hauteur, la seule chose qu'il fait, c'est essayer de dévorer. Il y a une échelle qui est dans une sorte d'encadrement en métal, et la seule chose qu'il fait, c'est mordre le truc et essayer de se retirer. En fait, il a même sa mâchoire a l'air bloquée par tout ce qui se passe en fait. Donc la surpuissance du carnivore qui est proposée ici, en fait, finalement, elle a jamais de mise en pratique concrète en fait, parce qu'à aucun moment, et la seule fois vraiment où il pourrait avoir un coup d'éclat, comme le Spinosaure un petit peu dans Jurassic Park 3, c'est dans son duel avec le T-Rex.
mais de la même manière, en fait, il disparaît assez vite, il est vite expurgé hors du truc, en fait, et on sait assez vite que le T-Rex va gagner, parce que de toute façon, Trevorrow en a fait, et ça c'est aussi un autre problème, on a fait un héros, en fait, et ça c'est aussi problématique aussi. Et puis il nous refait la même scène que Jurassic World, quoi. Oui. Enfin, d'un moment, le mec il s'auto-cite aussi. Pour le coup, ce combat ne raconte littéralement rien, c'est-à-dire que c'est même pas comme Jurassic World, où il y avait un propos méta intéressant, mais maladroitement raconté. Je veux dire par rapport au fait que le film, je le trouve malhonnête, c'est que Jurassic World, il avait énormément de défauts. Je n'enlève absolument pas tout ce que j'ai dit sur le film, je le pense et je le pense toujours. Et ce film me confirme que Trevorrow n'est pas un bon réalisateur, n'est pas un bon scénariste, n'est pas bon tout court, quoi. Mais en fait, il y avait un sentiment de vouloir bien faire avec un propos méta bien réfléchi sur la longueur, mais qui était maladroitement exécuté et qui donnait, et du coup, le film s'autodétruisait dans son propos. Mais du coup, en tant qu'objet filmique, il y avait matière à analyser. En gros, comment ne pas faire du méta, en fait. Vous pouvez prendre le film et l'analyser en tant que tel, c'est-à-dire en tant que mauvais film, mais un mauvais film qui avait de la matière. Et du coup, le film peut avoir une postérité à ce niveau-là. Le cas de Dominion, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas ça, c'est-à-dire que pour moi, il y a presque de l'auto-sabotage, quoi. Moi, le fait que le film ne traite jamais son sujet, pour moi, c'est une évidence. Le fait qu'il change les origines de Maisie, c'est encore pire. C'est-à-dire que le gars, il n'assume pas le précédent film. Et le fait que le film, comme je t'ai dit, crée sa propre boucle comme un aveu d'échec, c'est-à-dire que le film s'autodétruit et ne sert à rien. Et pour moi, c'est une malhonnêteté, quoi. Le gars, pourquoi en plus, tu as vendu ce film comme étant ton projet ultime de ta vie. Désolé de dire ça, mais même Jurassic World, c'était plus intéressant, quoi. Je maintiens aussi, moi, quand tu ressens plutôt la malhonnêteté. Moi, je pense, encore une fois, que c'est de l'honnêteté. Je pense qu'il est honnête. Et je pense qu'il est tellement arrivé à un point de rupture, effectivement, et je pense, comme tu le dis très bien, c'était son projet ultime. Moi, je pense qu'il est, face à ce projet-là, face à ce qu'il est en train de faire, complètement terrifié, parce qu'il est face à ce pinacle qu'est Jurassic Park, qui est cette trilogie de base, qui est quand même, malgré un 3 qui est quand même très très médiocre, et un 2 qui a ses défauts, mais qui a aussi énormément de qualité, je pense qu'il est vraiment écrasé par ce truc-là, et qu'il sait pas vraiment quoi faire. Et moi, vraiment, cette fin, effectivement, je la vois comme un aveu d'échec, certes, mais un aveu d'échec qui est quand même, malgré tout, en tout cas de la manière dont j'ai ressenti, plutôt touchant. Je pense qu'il y a quand même des envies de mise en scène, pareil, souvent ça tombe à plat. Je trouve par exemple que la séquence à mal de course-poursuite, alors, elle est problématique, mais je trouve que là, pour le coup, il arrive à créer 2-3 moments qui sont intéressants. Et je trouve qu'il y a une certaine générosité dans cette séquence, même si on va dans des outrances, parce qu'à la fin, quand la moto arrive à rattraper l'avion, bon, c'est une outrance, mais moi qui ne me choque pas, en fait, dans une optique de blockbuster Fast and Furious-esque, si on peut dire ça comme ça. Oui. Et ce genre d'outrance, en fait, me choque pas particulièrement. En fait, je préfère voir dinosaures poursuivre un mec et que ce soit over the top pendant une séquence, que de voir la même chose avec des motards sur des motos. Moi, ça m'excite un peu moins, parce qu'il y a des dinosaures, donc j'aime bien. Donc, tu vois, en fait, tous ces trucs-là, en fait, que... C'est-à-dire parce que moi je trouve que le film, en fait, de toute manière, vu ce que j'en ai vu, était tué dans l'œuf déjà à la base, en fait. C'est-à-dire que les critiques ou les premiers retours qui ont été faits ont massacré le film d'emblée, et je pense que le film de toute façon avait déjà, alors ce qui n'était pas notre cas parce qu'on était plutôt bienveillant, mais ce que j'ai pu lire même avant la sortie, le film était déjà mort de toute façon. C'est une évidence. Et je trouve, c'est une vraie question que je me suis posée en sortant de la salle. En fait, je me dis, est-ce que c'est Jurassic Park qui fait que... Est-ce que c'est, on va dire, la puissance de cette saga, l'importance de cette saga, l'importance à une certaine génération de cette saga, qui fait qu'on est peut-être plus dur qu'avec d'autres sagas. Le nombre de Marvel merdiques que j'ai pu voir et que j'ai pu voir encenser ça et là, et parce qu'il y a la même accroche, parce qu'effectivement on est dans une génération Jurassic Park, mais je pense que des gens qui ont grandi avec la première génération de Marvel, la première base, ne serait-ce que ça, l'attente qu'on peut avoir et les résultats qu'on a sur certains Marvel, qui sont dus à une génération différente évidemment, qui ont grandi avec ça et pas avec Jurassic Park, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'indulgence là-dessus qu'il y en a sur Jurassic Park. Je peux le comprendre parce que c'est un chef-d'œuvre, Jurassic Park, on est d'accord, et que le premier Iron Man n'est pas un chef-d'œuvre, très loin de là, et que donc effectivement l'échelle de valeur est très très différente. Mais moi je trouve, ce qui est problématique, j'ai l'impression en tout cas, et ça m'a beaucoup posé problème dans les jours qui précédaient la sortie, que le film s'est fait massacrer sans autre forme de procès par des gens qui n'avaient pas forcément vu. Et je pense que ça, malheureusement, le fait est que le cinéma sur Twitter par exemple devient un épiphénomène, le film devient un épiphénomène du phénomène Twitter. Ça a suscité énormément une posture, je pense, de la part des premiers spectateurs, qui était une posture d'emblée négative de toute façon. Et je trouve ça problématique. Je trouve que le film pose ces questions-là aussi. Mais de toute façon, même si le film, comme je disais, il racontait ma vision des choses, il l'aurait défoncé quand même. On est dans une époque où malheureusement cette saga, de toute façon, il faut le dire, la saga Jurassic Park, même le premier qui est un chef-d'œuvre,
qui s'est révélé être un chef-d'œuvre, même à l'époque, il avait divisé. Oui, tout à fait. On a tendance à l'oublier, ça. Et dès Le Monde Perdu, on est parti sur c'était des merdes automatiquement. Le Monde Perdu, il était crié comme étant le pire Spielberg à l'époque. Oui, c'est vrai. Et Jurassic Park 3, c'était l'une des pires merdes, c'était un nanar. Jurassic World, c'était pareil, un gros nanar qui s'assumait pas. Fallen Kingdom, c'était un navet absolu, c'était le pire film des 20 dernières années. J'en avais vu des vertes et des pas mûres autour du film. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été surpris en voyant Fallen Kingdom, c'est que je m'attendais vraiment à avoir une catastrophe filmique. Et que je me suis retrouvé face au truc, je me suis dit mais non. Et puis en plus, plus je l'analysais, plus j'y trouvais du bon. Là, Dominion, je suis désolé, non, c'est pas bon. En plus, l'une des autres promesses qu'il avait promis, c'est que le film allait réunir les 6 films. Où est l'intérêt de Jurassic Park 3 ? L'idée qu'il y avait, c'était, en tout cas, vers la direction que je serais allé, c'était d'essayer de comprendre pourquoi Sorna était vide. Comment l'écosystème de Sorna a pu partir en steak comme ça, sans explication valable. Et là, en fait, on revenait à ce que je te disais avec le Spinosaure, c'est que à vouloir rajouter des espèces de façon artificielle sur l'île, de façon irréfléchie, en fait, le dinosaure avait foutu l'écosystème en l'air lui-même, en fait. Et c'est une des thématiques qui est brassée dans les livres. Je dis ça au passage. Donc en plus, c'est pas quelque chose qui vient de mon esprit totalement à l'ouest. Non, tu lis les bouquins de Crichton, il parle de la volonté de vouloir créer des écosystèmes de façon artificielle. Et en l'occurrence, dans le bouquin, il y a beaucoup trop de carnivores pour la superficie de l'île. Donc en fait, les carnivores sont même contraints parfois d'aller à l'encontre de la chaîne alimentaire en se mangeant entre prédateurs. En fait, ce qu'il aurait pu faire, c'était de montrer que du coup, les événements de Jurassic Park 3 ont mené à la chute de Sorna. Et si l'ajout de dinosaures de façon artificielle, genre 1 ou 2 par-ci dans l'île, a foutu en l'air un écosystème, imaginez ce que ça aurait donné dans Dominion, du coup, avec des dinosaures lâchés un peu partout dans la nature. Donc en plus, il y aurait eu un parallèle fait entre les événements de Jurassic Park 3 et les événements de Dominion. Il n'a aucune excuse, Trevorrow. C'est la seule chose que lui, en fait, récupère, c'est la seule chose que j'ai vue, en tout cas, c'est les dinosaures à plumes, en fait. C'est la seule chose qui a de commun, si je puis dire, à celui-ci et au 3. Et il y a ça aussi, c'est que dans ce film, on nous dit clairement qu'on est capable de créer des dinosaures 100% véridiques. Ce qui va à l'encontre totale du propos de la saga, qui dit qu'on ne pourra jamais recréer de vrais dinosaures. Et en plus de ça, ça va bingo, le film fonce la tête première dans le problème que j'avais dit déjà dans le prologue, c'est que les dinosaures que vous voyez dans le film, qui sont censés être véridiques, dans 10 ans, ce seront pas le cas. Ça sera pas le cas. Dans Jurassic Park, le premier que je disais justement que le thème des dinosaures qui sont génétiquement modifiés n'était pas assez traité par rapport au livre, mais au moins, on nous précisait dans le film que les dinosaures avaient de l'ADN tronqué. Donc en fait, que le Dilophosaure ne ressemble en rien à ce qu'était le Dilophosaure, c'est normal. Ça va à l'encontre du propos de la saga qui est que l'homme ne doit pas se prendre pour Dieu. Parce que là, clairement, la saga nous dit l'homme peut se prendre pour Dieu. L'homme peut créer des animaux du passé, en plus véridiques, donc en plus la science n'a aucune faille. Nous pouvons les introduire dans notre écosystème, la nature va automatiquement les introduire, il n'y a pas de souci, on n'a même pas besoin de se préoccuper, à part quand ça nous concerne directement avec les sauterelles, attention. Mais je comprends, parce que toi, je pense que tu as une démarche qui est de poser quelque chose de très scientifique en fait, et moi de choses depuis Jurassic World, pour moi la démarche scientifique a sauté en fait, donc moi je me pose même plus la question en fait, c'est un truc que... Mais non, parce qu'elle était revenue avec Fallen Kingdom. Ouais, mais en même temps, moi, comme je te l'avais dit, pour moi, Fallen Kingdom était une parenthèse. J'étais convaincu que Jurassic World, 3e du nom, serait la suite de Jurassic World et pas celle de Fallen Kingdom. Alors évidemment, on est d'accord sur le fait, la vitrine qui est proposée, c'est que c'est une trilogie cohérente et que effectivement le 3 suit le 2, etc. Mais pour moi, c'est pour ça que j'ai eu plus de bienveillance vis-à-vis du film, parce que pour moi, c'est dans la droite lignée de Jurassic World, premier du nom, en fait. C'est-à-dire que toutes les incohérences, c'est-à-dire que c'est pas dans la droite lignée en termes de discours, parce qu'effectivement, il y a des incohérences, mais la démarche incohérente de Trevorrow, qui pose tout un tas de problèmes, qui demande effectivement une suspension d'inconditibilité particulièrement, on va dire, poussée, moi ça m'a pas du tout choqué, parce que j'étais parti du principe que c'était Trevorrow, que de toute façon il allait avoir tout un tas d'incohérences, que le film ne serait pas à la recherche dans une quête de quelque chose de scientifique. Et pour moi, à la limite, il y a juste Jurassic World Fallen Kingdom qui ressort à proprement parler. Toute sympathie que je peux avoir pour Jurassic World premier du nom et Jurassic World Dominion, pour moi, il y a que Fallen Kingdom qui ressort parce qu'il est parfaitement cohérent avec le premier. Je dirais, je pourrais même relier une sorte de diptyque Jurassic Park et Jurassic World Fallen Kingdom. Même si, effectivement, en termes de récit, c'est un peu compliqué de les relier parce qu'il y a des trous, fondamentalement. Mais en termes de cohérence philosophique et scientifique, il n'y a pas photo, il n'y a que les deux qui ressortent véritablement. Et je dis ça en ne reniant pas non plus totalement les autres épisodes que j'apprécie, que j'ai plaisir à voir. Mais philosophiquement, effectivement, le fil conducteur, il s'étiole, voire il disparaît totalement dans certains épisodes. Et dans beaucoup, en termes de proportion dans la saga.
Mais j'ai presque envie de dire, même sans parler de renier tel ou tel film, oui, parce que moi, clairement, je le dis aujourd'hui, Jurassic Park, je le prends à part, on va dire, dans sa réflexion, oui. Parce que, en fait, finalement, le film arrivait en 2 heures à traiter ce que les 12 heures de la saga ont été pas foutus de faire. Du coup, Le Monde Perdu, ça reste un bon film, je le maintiens, malgré que la fin n'était pas logique par rapport à ce qu'on aurait dû avoir. Jurassic Park 3 et Jurassic World, ça dégage. Surtout Jurassic World, parce que Jurassic Park 3, ça peut être pris comme un film d'aventure à part, plutôt sympathique. Et lui, au moins, il ne détruisait pas les fondements de la saga d'un point de vue scénaristique et thématique. Fallen Kingdom, c'est la petite perle rare, tu ne sais pas comment c'est arrivé là, mais c'est arrivé. Et Dominion, pour moi, c'est le pire de tous. Heureusement que, comme tu dis, j'avais déjà vu certains retours des avant-premières et tout ça, donc je savais que ça allait pas répondre à mes attentes, mais je voulais voir jusqu'à quel niveau il allait sombrer. Et il a sombré, mais plus bas que terre. Enfin, sa fin, c'est la pire fin que tu pouvais faire à la saga. Pour être parfaitement honnête, on l'avait dit, déjà, je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai une forte accroche à Jurassic Park, le film en tant que tel, mais la saga beaucoup moins. C'est quelque chose, pour moi, en fait, dès le deuxième, j'ai été déçu. En fait, pour moi, dès le deuxième, c'était raté, parce que Jurassic Park était un one-shot, de toute façon. Ce qui n'empêche pas, on l'a dit, que Le Monde Perdu est un bon film, et que j'ai un attachement un peu touchant à Jurassic Park 3. Donc, fort de ces deux trucs-là, c'est-à-dire un attachement très limité à la saga Jurassic Park, à ce qui suit Jurassic Park en tant que tel, et je reste sur le fait que Jurassic Park pour moi reste un chef-d'œuvre, le premier du nom, ayant le précédent qui est Jurassic World de Trevorrow, avec tous les problèmes qu'il avait et avec les modestes qualités qu'il pouvait avoir. Pour moi, en fait, j'ai pas de chute qualitative, si je puis, entre Jurassic World et Jurassic World 3, on va l'appeler comme ça, ou Dominion, là où Fallen Kingdom, pour moi, était un petit miracle. C'est-à-dire, quand j'ai vu Fallen Kingdom, alors j'avais effectivement l'attente de Bayona, effectivement, mais pour moi, c'était un petit miracle, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, et ça l'était, foncièrement. Et là, pour le coup, eu égard au fait que c'est Colin Trevorrow, qui avait effectivement ce premier retour qui était catastrophique, j'étais, on va dire, si je puis dire, agréablement surpris par rapport à ce que j'avais pu voir, parce que pour moi le film n'est pas une merde, je sais pas le nombre de blockbusters que j'ai pu voir à côté, qui sont, à mon avis, bien plus malhonnêtes et moins à peu près correctement filmés que ça. Moi je trouve que le film est pas si problématique que ça sur ce point-là, c'est un film qui a tous les problèmes des blockbusters récents, qui a le malheur peut-être d'être dans une saga qui a ce prestige-là, alors on l'a dit avec tout le côté en dents de scie que peut avoir la saga, mais qui a quand même ce prestige-là qu'est Jurassic Park, qui fait quand tu vas voir Jurassic Park t'as un certain nombre d'attentes, et je pense que le film, en ce qu'il est, et malheureusement en ce qu'il veut être, se tire une balle dans la pied et fait que c'est un modeste film d'action, si je puis dire, qui appartient à une saga dans laquelle il ne devrait pas rentrer. Là, moi, dès que tu t'inclus dans la saga, que tu as la prétention de dire que c'est censé coller les 6 films, enfin, non, ça ne conclut. Même scénaristiquement, ça clôture pas les 6 films. C'est-à-dire que même, je me suis dit, même thématiquement, si c'est foiré, mais au moins que scénaristiquement, on ait de la matière, mais même pas. On est parfaitement d'accord sur le fait qu'il ne clôt rien, et je pense que même, je sais pas s'il y a une volonté de sa part à lui, ou une volonté des studios derrière, en tout cas, de laisser une porte ouverte, parce que fondamentalement, la fin de cet épisode-là est une porte ouverte monstrueuse quand même, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de fini. Mais si, d'une certaine manière, ça peut être fini. C'est-à-dire que même moi, j'étais parti que, à la limite, qu'on ait une fin ouverte, mais encore plus négative que cette Fallen Kingdom, qui est une logique, quoi, qu'on ait quelque chose, qu'on ait une incertitude, et qu'on ressort de la salle avec une petite boule à la gorge, en mode, ouais, le film, il pointe du doigt certains vrais problèmes, et la direction vers laquelle se dirige l'univers est vraiment problématique, on va dire, soit pour les humains, soit pour les dinosaures. C'est-à-dire que j'étais même parti, dans un sens, à renier le propos des bouquins, et du premier Jurassic Park, qui est que les dinosaures, tôt ou tard, allaient être éliminés de la Terre, parce que la nature allait, par sélection naturelle, éliminer ces anomalies génétiques. Mais j'étais parti d'oublier cette idée-là, même s'il aurait pu le faire. À la limite, vu que les gens ont plus d'affect éventuellement pour les dinosaures, on aurait pu partir vers l'exact opposé, c'est-à-dire une fin à la planète des singes, où en gros c'est l'humanité qui court à sa perte. Et là, ce qui est assez triste de ce que je vais te dire là, c'est qu'il y a Chris Pratt et je sais plus qui, ils étaient deux, en interview, qui lisaient des messages de fans. Et il y a un fan qui a exposé sa théorie pour Dominion avant qu'il aille le voir. Et sa théorie, c'était qu'à la fin, l'espèce humaine était au bord de l'anéantissement vis-à-vis des dinosaures, et que les humains se retrouvaient parqués sur une île à part. Du coup, qui est une ironie dramatique par rapport à ce que c'était la saga à l'origine. Et t'as Chris Pratt qui s'est retrouvé un peu con en mode,
tu pourrais éventuellement envoyer ta théorie au studio, parce que franchement c'est très intéressant, et tu sentais limite que il était gêné, parce que oui, ça aurait été limite encore été plus pertinent que ce qu'on a eu là, quoi. C'est-à-dire que même le point de non-retour qu'on sentait à la fin de Fallen Kingdom, là du coup il a été détruit, parce que du coup on nous fait une fin ouverte, mais une fin ouverte qui enlève toute problématique, comme tous les sujets qui avaient été abordés par Fallen Kingdom. La fin est problématisée dans une certaine mesure, mais elle est problématisée par rapport à ce qu'était déjà la problématique du précédent, en fait, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la problématique de fin, c'est il va falloir vivre avec, et grossièrement la fin de Fallen Kingdom, c'est il va falloir vivre avec. Donc on arrive finalement au même point. Il va falloir vivre avec. Oui, on arrive au même point, mais sauf que Malcolm, il disait clairement que c'était un problème. Et après, tu pouvais retourner, on va dire, la réflexion et te rendre compte que finalement, cette cohabitation, du coup, ne pouvait pas être possible parce que, comme dit, ça allait être une catastrophe. Mais après, tu pouvais amener la réflexion, soit catastrophe pour les humains, soit catastrophe pour l'écologie en règle générale, ce qui aurait été plus intelligent pour moi. C'est un gâchis et un aveu d'échec. Et les références à Star Wars, c'est presque, j'ai envie de retourner un peu sur ça, c'est-à-dire que, ouais, t'as été viré de Star Wars 9. Mais justement, j'ai envie de te dire, Trevor, justement, prouve-leur qu'ils avaient eu tort, quoi. En off, on a parlé justement de Star Wars 9 et Star Wars 8 que je n'ai pas encore vu parce que moi j'ai laissé tomber Star Wars depuis bien longtemps. Mais pour le coup, que tu m'en parles off de ce petit lien-là, en tout cas, qu'on peut faire entre la saga Jurassic Park et la saga Star Wars, m'a donné quand même envie d'aller découvrir la chose. Donc, est-ce que tu avais des petites choses pour le coup à ajouter par rapport à tout ça, pour un petit peu clore ou arriver finalement au terme un peu de cette première, de ce premier visage et ce premier retour, on va dire, sur Jurassic World de Minion? Quelques points que j'aurais pu soulever, c'est Blue, elle est inexistante dans le film. Voilà, ils avaient réussi à créer un arc avec le lien qu'elle avait avec Owen dans les deux premiers, et là dans le troisième on oublie totalement. Ensuite, la musique de Giacchino, ça par contre c'est une énorme déception parce que je me suis dit au moins la musique va être à sauver. Même pas. Je la trouve totalement transparente. J'ai l'impression qu'il a fait aucun effort, qui était pourtant une des qualités de Jurassic World, quand bien même elle n'était pas cohérente dans la logique émotionnelle de la saga. C'était objectivement une très bonne composition, mais là même pas. Donc la musique n'est même pas sauvée. Le retournement de Wu, alors c'était quelque chose qu'on avait prévu dans le précédent, c'est-à-dire que je sentais qu'il y avait un début de remise en question du personnage, mais là dans celui-là, vu comment c'est traité, c'est catastrophique, d'autant plus qu'il se remet en question par rapport à la création des sauterelles, mais pas par rapport aux dinosaures. Donc ça va avec l'idée que je disais que le film est hors sujet dès le début dans son propos, parce qu'il veut justement pas traiter du problème des dinosaures dans le monde. Et du coup, dernier point qu'on n'a pas abordé, la logique autour d'essayer de la maîtrise du comportement de Blue qui nous est expliqué dans Fallen Kingdom. On nous expliquait justement que voilà, le comportement de Blue était étrange, qu'un vélociraptor normalement n'est pas censé le maîtriser, c'est ce que je disais pour Jurassic World, et justement Fallen Kingdom apporte une énorme nuance à ça et qui était réellement très intéressante. Et là, dans ce film-là, on te montre dans ce film que effectivement, on peut contrôler l'instinct des animaux. T'as les dinosaures de Biosyn qui ont des puces, qu'on peut leur dire à tout moment, bon, vous vous dirigez à tel endroit sur le sanctuaire. Voilà, ils sont programmés, ils suivent les ordres. Et les Atrociraptors, c'est la même chose. Il y a le délire de laser qui permet de pointer quelqu'un et que le dinosaure va suivre cette personne de façon acharnée. Et quand il n'est pas pointé, il va arrêter et attendre bêtement qu'on repointe à nouveau quelqu'un. Et je me suis dit à la base, justement, l'un des propos du film, parce que l'idée d'une puce dans le cerveau et tout ça, c'est pas incohérent, j'ai envie de dire, sur le principe dans la saga. J'ai même envie de dire, c'est cohérent avec l'univers que Crichton a voulu élaborer dans sa carrière littéraire, puisque la nanotechnologie, en l'occurrence, c'est des thèmes qu'il a abordés dans d'autres de ses livres, autres que Jurassic Park et Le Monde Perdu. Donc je me suis dit à la base, les puces vont à un moment donné dérailler, il va y avoir un problème technique qui font que les Atrociraptors vont se retourner contre leur maître, on va dire, entre guillemets. Et je me suis dit, du coup, rétrospectivement, ça aurait apporté une plus-value à Fallen Kingdom, où justement, il y avait cette idée déjà dans Fallen Kingdom de l'Indoraptor qui était programmé avec un laser. Et donc, du coup, ça a renforcé l'idée que l'Indoraptor, non seulement n'était pas maîtrisable et n'était pas dressable, parce que son ADN on ne peut pas contrôler le comportement d'un animal grâce à son ADN, mais en plus de ça, non seulement la puce qu'on lui avait implantée allait dérailler un jour ou l'autre. Et ben non, dans le film, il n'y a jamais cette remise en question. Les Atrociraptors suivent les ordres bêtes et méchants, quoi. Comment tu pourrais conclure sur le film comment tu conclurais? Quelle serait ta conclusion? Et peut-être que ça peut être une conclusion sur l'ensemble de la saga d'ailleurs aussi, par rapport à l'ensemble des podcasts qu'on a fait, mais comment tu conclurais au visionnage ou après le visionnage en tout cas de ce film-là sur la saga Jurassic Park globalement et Jurassic World d'ailleurs si on intègre les deux, et sur cet ultime épisode pour le moment en tout cas à date?
Ouais, bah écoute, j'ai envie de dire que malheureusement la saga est de demi-teinte, hein, c'est-à-dire que personnellement je n'ai que trois films que j'ai de l'affection, donc Jurassic Park, Le Monde Perdu et Fallen Kingdom. Fallen Kingdom promettait justement de ramener de la cohérence dans toute cette saga, et c'est ce qu'il fait, hein, c'est-à-dire que tu peux t'enchaîner totalement Jurassic Park, Le Monde Perdu, Jurassic Park 3, Jurassic World et Fallen Kingdom, et il y a un début de ligne directrice qui se crée entre tous les films, et Dominion aurait dû achever cela, et même si la saga aurait connu des hauts et des bas, globalement tu regardes avec du recul et tu te dis, ça se tient quand même, il y a un vrai propos sur la longueur. Et malheureusement, Dominion crache totalement dans la soupe, Trevorrow chie dans la colle, il n'y a pas d'autre mot. Et ouais, je suis assez déçu, même si encore une fois, je peux toujours me dire que comme Fallen Kingdom a essayé de créer une ligne directrice depuis entre tous les films, et que finalement Dominion ne sert pas à grand chose, qui retourne à la fin au stade de finale de Fallen Kingdom, on peut totalement se dire que la saga s'arrête à Fallen Kingdom et puis il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai même envie de dire que de toute façon Fallen Kingdom a bouclé la boucle vis-à-vis d'un cycle de la saga, puisque après Fallen Kingdom, la saga est devenue encore plus mercantile que ce qu'elle était à l'origine, puisqu'il y a eu l'arrivée, notamment, comme je disais, de la série pour enfants et tout ça. Par rapport à la saga, je vais retourner avec un de tes dires par rapport à ce que tu avais dit par rapport à Jurassic Park. C'est que Jurassic Park, le propos a toujours été de l'homme qui se retrouve avec un pouvoir entre ses mains, qui pense maîtriser, mais qui finalement lui échappe tôt ou tard. Et en fait, et tu disais justement que métafilmiquement, ça a montré aussi que Spielberg, il avait créé quelque chose qui l'a totalement dépassé, et que à terme, du coup, la saga s'est émancipée totalement de ses origines, de ce qu'elle était prévue, justement à cause de l'affect du public, le fait qu'elle a rapporté beaucoup d'argent, qu'elle a eu beaucoup de succès, qu'elle est énormément populaire, et donc que la saga est condamnée à rester cette réussite indétrônable qui ne pourra jamais avoir de finalité, parce que justement elle est devenue tellement importante que l'idée de finir la saga serait beaucoup trop dure pour le public, mais aussi pour les producteurs qui du coup c'est devenu une mine d'argent pour cette saga pour eux. Donc j'ai envie de dire que Dominion confirme que cette saga a totalement échappé à ses créateurs, quoi. Et que malgré que Bayona a essayé d'amener un début de finalité dans tout ça, une espèce de fatalité, Dominion montre que, je pense de toute manière que Dominion, même si Trevorrow avait peut-être prévu à l'origine, je lui donne peut-être trop de crédit, mais admettons, peut-être qu'il avait prévu d'apporter une vraie finalité, je pense que les producteurs lui ont gentiment dit « mon coco, tu nous laisses une opportunité de pouvoir continuer la saga après, quoi. » C'est vrai que la fin reste quand même très ouverte, c'est-à-dire qu'effectivement on est loin de la conclusion véritable d'une saga qui viendrait être une sorte de boucler la boucle à terme, de revenir à Jurassic Park, etc. On est vraiment sur quelque chose qui ouvre potentiellement vers autre chose, hein, et je crois que j'ai lu très récemment des petites choses sur une potentielle suite encore, donc ça pourrait parfaitement fonctionner, parce qu'encore une fois c'est très ouvert sur le final. Après c'est vrai que pour conclure aussi globalement sur la saga, on en a parlé un petit peu en off, on parlait de Star Wars un petit peu tout à l'heure en off, peut-être un jour y reviendra-t-on, je ne sais pas, mais moi je t'ai toujours dit, la saga Star Wars, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le podcast, pour moi il y a un chef-d'œuvre, Jurassic Park, il y a un chef-d'œuvre qui est Jurassic Park. Le reste, fondamentalement, alors j'aime beaucoup, on l'avait dit, Le Monde Perdu, j'ai de la sympathie, en fait j'ai de la sympathie pour grossièrement tous les films Jurassic Park. C'est compliqué, alors peut-être encore une fois c'est quelque chose finalement de très régressif, de très enfantin pour moi, voir des dinosaures à l'écran, même si ils sont pas forcément bien filmés, ça a son petit effet sur moi et ça fonctionne, et ça touche quelque chose chez moi qui est important, parce que les dinosaures sont importants pour moi. Et donc pour le coup, je trouve que par rapport à d'autres sagas, la saga Jurassic Park a quand même assure toujours une sorte de minimum syndical, c'est-à-dire qu'effectivement on a un chef-d'œuvre qui est Jurassic Park, on a Un Monde Perdu qui est un très bon film d'aventure, mais avec tout un tas de problèmes qu'on a développés en long et large et en travers dans le podcast qui était consacré. Il y a un Jurassic Park 3 qui est une petite série B mal branlée avec tout un tas de problèmes, qui est un vrai film malade comme tu l'avais dit, avec plein de soucis, qui est pas très bien filmé, qui est avec un réalisateur qui est pas forcément très à l'aise avec le truc, qui est réécrit plus ou moins au jour le jour, mais qui garde quand même ce minimum qui fait que ça reste sympathique à regarder. On a un Jurassic World qui pour moi est un petit peu sur la même teneur, qui malheureusement encore une fois qui finit de perdre on va dire tout l'enjeu philosophique, en fait se délite au fur et à mesure de toute manière. Et Jurassic World, on arrive à un état de délitement supplémentaire encore du discours philosophique, mais ça reste pour moi, encore une fois, et je reviens un petit peu sur toutes les références que fait le film, que ce soit Aliens,
que ce soit tout un tas de grands films. On a vraiment ce travail un petit peu pareil de petite série B, qui a plein de références, qui est écrasée sous ces références de toute façon parce qu'elle ne les égalera jamais, mais qui arrive parce que je trouve qu'elle a finalement assez bon goût d'aller chercher ce genre de références, fait que ça reste quand même sympathique. Grossièrement, on a effectivement un Fallen Kingdom qui est une sorte de petit miracle qui fait que Bayona a cette capacité, je pense, véritablement à dynamiter de l'intérieur quelque chose qui est extrêmement normé, de nous prendre à revers. En fait, là on avait des attentes qui n'étaient pas forcément bonnes eu égard à ce qui précédait, et qui arrive à prendre à revers et à dynamiter son truc et à raconter par sa mise en scène autre chose qu'une écriture maladroite. On va rester, je vais dire maladroite parce que c'est vrai que ça reste quand même bien écrit. On arrive à reprendre un petit peu tout ce qui s'était délité jusqu'à maintenant, et puis on arrive à Dominion, qui pour moi est une petite série B en fait, et je l'ai vraiment vu comme une grosse série B au sens financier du terme, j'entends, mais que moi j'apprécie comme une petite série B sympathique, dans lequel il y a 2-3 séquences d'action qui fonctionnent bien, mais comme je suis parti du principe encore une fois que le discours de Jurassic Park Origins c'était complètement délité, et que Bayona avait fait qu'il y avait un petit retour, enfin un retour assez miraculeux à ce qui était à l'origine, mais qu'après, sachant que Trevor allait revenir, pour moi le délitement allait perdurer. Donc en tant que tel, je suis parti avec une absence ou très très peu d'attente, qui au fait que j'ai pris plaisir à le voir en fait, et que c'est un film que je pense je reverrai avec plaisir malgré tous les problèmes qu'on a pu poser. T'as de la chance, parce que personnellement je le dis, je l'ai vu du coup une fois au cinéma, je le reverrai sûrement, vu que j'ai un affect pour la saga quand le film va sortir, surtout s'il y a une version longue qui je pense ne changera rien du tout au rendu du film, mais rien que pour voir la version longue je m'achèterai le DVD, je sais que je le regarderai je pense pas plus de 2-3 fois, et après ça va faire partie de ces films que je vais laisser de côté et je vais retourner toujours à mes épisodes fétiches. Mais c'est vrai que on l'a déjà dit, moi c'est vrai que je mets un petit peu, pour moi en tout cas, j'entends qualitativement, mais de toute façon c'était le cas pour le coup de délitement du discours philosophique, je le place vraiment au même niveau qu'un Jurassic Park 3 en fait, avec toute la sympathie que je peux avoir pour Jurassic Park 3, et aussi tous les problèmes que je lui reconnais. C'est-à-dire qu'encore une fois, Jurassic Park 3, c'est un petit peu ce que tu disais, Jurassic Park 3 c'est un film que je vois assez peu souvent, mais quand je le retrouve, je l'aime bien, je passe un petit moment sympa, je trouve encore une fois qu'il y a 2-3 trucs qui se regardent bien, il y a 2-3 idées qui sont assez chouettes, et c'est un film que j'aime bien voir, mais on a vraiment ce petit côté petite série B, ce qui est assez paradoxal encore une fois, vu que ça reste des blockbusters quand même, mais je trouve que c'est des blockbusters qui ont une qualité de petite série B un peu branque, mais pour lequel j'ai un certain attachement. Moi je dirais que c'est un film, au mieux si je suis vraiment gentil, c'est un film vraiment très médiocre, et c'est un très mauvais Jurassic Park. Écoute, c'est une parfaite conclusion pour ce long podcast fleuve en plusieurs parties. Je vais te remercier du fond du cœur pour ta participation à ces longues heures d'échange, et à ta pertinence et à ta culture et à ta générosité et ta passion. De rien, c'était un grand plaisir, et merci à toi de m'avoir invité surtout. En tout cas, voilà, je vous remercie aussi tous de nous avoir tous écoutés avec autant de, mine de rien quand même, vous étiez fidèles, parce qu'on a quand même pas mal de commentaires avec des individus récurrents sur les différentes vidéos. Donc merci à vous tous de nous avoir écoutés pour cette grande aventure Jurassic Park. Et puis est-ce que tu as un petit mot de la fin pour le coup, Jurassic Man ? J'espère que du coup oui, que comme tu dis, que cette série de podcasts vous aura plu. J'avais une affect particulière pour cette saga que j'avais envie de refléter, parce que j'entends beaucoup de personnes parler de Jurassic Park pour différentes raisons scénaristiques, méta et tout ça, mais je vois pas beaucoup de personnes traiter vraiment le fond thématique scientifique, notamment vis-à-vis des bouquins qui sont quand même, faut être honnête, largement moins connus que les films. Je pense qu'il y en a même certains qui ne savent pas qu'il existe des bouquins à la base. Donc j'avais envie de mettre en avant ce point-là pour vous donner une nouvelle façon d'aborder ces films qui, malgré tout ce qu'on a pu en dire en bien ou en mal, c'est une saga qui reste passionnante à analyser, comme vous avez pu voir, vu toutes les heures de discussion qu'on a pu faire, quoi. Tout à fait. Eh ben écoute, encore merci à toi, merci pour ce joli mot de fin, et puis on se dit à très bientôt certainement. Ah oui, pas de souci, je reviens quand tu veux, et effectivement, il y a probablement des sagas ou des styles de films qu'on pourra aborder par l'avenir, j'en dis pas plus, mais on aura probablement d'autres sujets de discussion. Tout à fait. Et au passage, je redis ça, la petite chose, on aura aussi le petit épisode bonus qui sortira, je pense, juste après ce podcast-là, à quelques jours d'intervalle. Voilà, bonne soirée à tous en tout cas, et puis merci de votre écoute, et puis à très bientôt. Salut. Gros bisous tout le monde. Ciao. Bisous. Salut. Salut.